Écrivain, pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h sur Royal FM. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Ouvrons à présent le premier livre du soir, titre Rameau d'Olivier. Un livre de l'abbé Damas Olivier Awono Etele. Lui qui est né le 3 mars 1993. Il est prêtre du diocèse de Bala et est originaire de Le Popomo, beau village de l'arrondissement de Sa, département de la Léquier, région du centre Cameroun. Nous l'accueillons. Le point littéraire, l'entretien. L'abbé Damas Olivier Awono Etele. Bonsoir et merci de nous accorder votre temps. Merci à vous, bonsoir à vous, cher Jean-Jacques, bonsoir à tous les auditeurs. Merci pour l'invitation, merci pour cette plage de partage. Alors, vous venez de remettre à la disposition du grand public un texte de poésie et tout de suite on est tenté de se poser des questions. Mais que fait l'abbé dans la littérature finalement? Oh là là, l'abbé est un passionné de la littérature et il pense que la littérature est un tremplin pour booster le développement aussi bien du Cameroun que de l'Afrique ou alors tout simplement du monde. La littérature est une arme justement pour construire l'homme, parce que si nous voulons construire le monde, il serait d'abord important de construire les hommes. Voilà. Alors vous êtes pratiquement dans votre élément, la construction morale, intellectuelle de l'être humain. Alors comment se constitue votre poésie? À partir de quel moment germe en vous l'envie, non pas seulement d'écrire, mais aussi de mettre l'ensemble de vos écrits dans un recueil? L'envie d'écrire naît tout simplement au contact de la lecture. C'est parce que dès le jeune âge, j'ai appris à lire qu'est née en moi l'envie d'écrire. Mais cette envie était encore minime, était encore petite. Mais c'est en continuant ma formation, mes études, que finalement j'ai pris l'initiative de marquer ce que je voulais par écrit. Et cela ne date pas de très longtemps, juste disons quelques années. Parce que la poésie des poèmes, j'en écrivais juste par plaisir et je jetais. Tout simplement, j'ai rencontré un ami qui m'a donné envie de publier. Et là, j'ai commencé donc à rassembler mes différents textes. J'ai constaté qu'ils n'étaient pas nombreux, alors je ne pouvais pas publier. Il fallait donc que je me mette à l'ouvrage, que je commence à rédiger d'autres textes afin d'avoir un recueil bien fourni. Un travail d'à peu près combien de temps? Une année, 2 mois, 3 mois? Je dirais 1 ou 2 années, tout au plus. Alors, puisque vous aviez déjà commencé, vous aviez la flamme de l'écriture, de la poésie, et finalement, ça a été... Est-ce que ça a été un long fleuve tranquille? De crier, de faire des rimes? Oui. Et comme j'aime le dire, pour moi, parler, c'est jouer avec des mots. C'est un plaisir pour moi. Donc, ça a été un long fleuve tranquille. Je n'ai pas eu de difficultés parce que tous ces textes, parfois c'est en pleine célébration. Vous avez bien fait de le marquer, de le relever, je suis prêt. Parfois c'est en pleine célébration eucharistique, je suis là. On lit un texte de la parole de Dieu et là j'ai une intuition et je commence à tisser quelques vers, quelques mots. Au sortir de la célébration eucharistique, je m'empresse de noter cela sur un bout de papier. Alors, on se rend bien compte que le métier de la prêtrise a bien dominé également sur la nature même du texte. D'abord, on commence par le titre,
Rameau d'olivier. Alors, la symbolique autour d'abord de ce titre et comment est-ce qu'on le choisit? Oui, la Bible, la parole de Dieu est au centre de mon inspiration. Et prendre le projet d'écrit naît justement du constat selon lequel la société va mal. Alors je me propose d'apporter quelques remèdes, une thérapie à cette maladie dont souffre la société. Et je n'ai pas mal fait, je crois, d'aller puiser dans ma richesse, dans ma formation de prêtre. Oui. Justement, en lisant la parole de Dieu, j'ai été marqué par ce texte, celui du déluge. Tout simplement, le Seigneur décide de détruire la terre parce qu'il y avait le mal qui grandissait davantage pour faire la terre nouvelle. C'est comme ça qu'il envoie les eaux du déluge. Et il va sauver quelques personnes, notamment Noé et des animaux. Dans l'arche. Dans l'arche. Noé, qui était enfermé pendant un bon bout, veut donc se rassurer s'il peut sortir de l'arche. Et là, il va lâcher quelques oiseaux. Mais le dernier qui va revenir sera la colombe avec un rameau d'olivier sur le bec. Justement, preuve que la vie est en train de renaître. Et je suis parti de cette image-là pour intituler mon recueil Rameau d'olivier. En fait, pour dire que ce que j'écris là est un don que je fais à l'humanité. Et si jamais on accorde un peu d'intérêt à ce qui est là à l'intérieur, on pourra sauver le monde, disons-le ainsi. C'est-à-dire donc que vous rapportez de la vie à ceux qui se sentent opprimés, ceux qui se sentent un tout petit peu délaissés? À l'évidence, c'est ça. Parce que quand vous ouvrez le recueil, vous verrez que je parle des minorités. Il y a des enfants de la rue qui sont quelque peu abandonnés. Il y a... Lorsqu'on voit dans notre pays ces écoliers qui avaient été tués, voilà, accrochement, on revient pour essayer de parler de ça. On parle aussi de cette technique ou bien alors de cette manière dans nos cultures d'imposer des partenaires aux jeunes filles. Voilà. Peut-être avant d'arriver là, arrêtons-nous d'abord sur la question de l'enfant. Vous présentez le fait de société qui avait quand même marqué les régions anglophones, notamment ce policier qui, à inadvertance, enlève la vie, ôte la vie à une jeune fillette et sa vie à lui est finalement prise par la population qui est en colère. Alors là, vous faites comprendre qu'il faut faire preuve de compassion les uns les autres. Finalement, voilà 2 vies perdues pour des erreurs humaines. Exactement, exactement. Je crois que même devant le drame, il faut garder la lucidité. Restons raisonnables. Cela nous permet justement de ne pas envenimer la situation. Je crois que c'est mieux. Parce que là, cet adolescent, il a maladroitement ôté la vie de cette fillette. Et la foule qui pense rendre justice va commettre une injustice, ce qui n'est pas normal. Donc je pense que devant le drame, devant la souffrance, il serait quand même important de rester lucide pour ne pas davantage créer de douleur. Pour éviter des écarts, parce qu'effectivement, là, il s'agissait d'écarts. Mais votre recueil de poésie entre directement par le village. Le village, alors quelle est la relation que l'auteur finalement entretient avec son village, qu'il considère comme oublié? D'ailleurs, c'est le titre de cette poésie-là. Oui, le village est un élément important dans notre culture, dans nos traditions. C'est là qu'on peut reconnaître facilement la voix de l'Afrique. Voilà. La racine de nos cultures, de nos traditions. Malheureusement, le village est en train de mourir à cause de beaucoup de fléaux. Voilà. Et beaucoup pensent que le village aujourd'hui fait plus de mal que de bien. Alors il faut l'abandonner, surtout que nous sommes entrés au contact avec la modernité, avec l'Occident. Alors il faut tout abandonner, cette ancestralité, cette arriéré. Non, moi je ne suis pas d'accord. Le village aujourd'hui est un avantage pour nous, Africains, pour nous, Camerounais. Alors il serait important d'y aller de temps en temps parce que là, on apprend à parler nos langues maternelles. Là, on apprend à préparer
les mets de chez nous. Là, on apprend encore la vie, disons tout simplement, dans son premier stade. Voilà, l'accueil, l'amitié, le partage, la générosité, le travail artisanal, c'est important. C'est important. Les valeurs même de solidarité, ils sont célébrées au quotidien à travers l'entraide entre les différents membres de la communauté. Alors finalement, à côté du village, on a endettement dans le pays. À l'intérieur, lorsque vous parlez de la danse de mon pays, on peut lire, selon un vers, qu'en Afrique, dans l'Afrique en miniature, les fléaux ont fière allure. Les fléaux ont fière allure. Alors, c'est le pays des... Si on t'explique le Cameroun, tu ne peux pas comprendre, ou si tu comprends, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué finalement. C'est un peu ça, ce qui est dit là. On magnifie les qualités du Cameroun, Afrique en miniature, berceau de nos ancêtres, et toutes les valeurs que nous pouvons un peu connaître dans l'humanité, on les retrouve en Afrique, au Cameroun. Mais aujourd'hui, quand on veut regarder de plus près, on se rend compte que la corruption, les détournements de fonds publics, les crimes de toutes sortes, et j'en passe, sont en train justement de ternir cette image, cette belle image qu'on a du Cameroun. Et je pense qu'on gagnerait à revenir à cette belle image qu'on a du Cameroun, pays de paix, pays d'accueil, pays d'amitié et tout cela. Alors, on regarde et on observe et on voit l'errance, les déviances, la confiscation, l'oppression, l'intimidation, les démissions racines des ambiances de l'émergence. Est-ce que, en marchant de la sorte, avec toutes les déviances, avec tous les travers, il faut garder espoir dans notre environnement au Cameroun? Justement, il faut garder espoir. Et c'est justement l'objectif du recueil de poèmes Rameau d'Olivier. Fonder encore l'espoir. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Il suffit de s'engager quotidiennement. Il suffit que tous nous nous engagions parce que ce n'est pas un travail qui revient à une caste de personnes. Parce que parfois, quand on dit que le pays va mal, on voit plus nos dirigeants, nos gouvernants. Non. C'est la faute de tout le monde, monsieur. C'est la faute de tout le monde, je crois. Parce que vous verrez aussi dans le poème La Démission, quand je dis quelqu'un qui est bien habillé, voilà, il est élégamment habillé, mais parce qu'il a fini de manger, je ne sais pas, la banane, les arachides, préfère jeter sur le trottoir. C'est pas le président de la République. C'est arrêter une démission collective. Oui, chacun se déresponsabilise dans un certain nombre d'aspects. Évidemment. Et pourtant, un peu comme au village, il faut balayer devant sa cour pour espérer que le village soit totalement propre. Oui, exactement. Et même dans le village, il y a des valeurs, mais aussi il y a des anti-valeurs. Je trouve ici le moment pour dire que parfois dans nos villages, nous voyons des gens qui balayent leur cour, mais qui vont verser les ordures en route. Je pense que ce n'est pas une bonne pratique. Du tout. Elle n'est pas bonne. Alors, à l'intérieur, quand même quelque chose d'intéressant. Vous soulevez un pan important, celui de la question de la sorcière. La grand-mère est sorcière. Oui. Généralement, on impute toutes les responsabilités de nos échecs à ceux qui restent au village. Oui. La grand-mère est sorcière. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de transmettre comme message dans cette poésie-là, ce texte? Dans ce texte, je voudrais tout simplement dire que l'homme, lorsqu'il naît, avec le temps, il évolue, il grandit, alors il vieillit. Après sa vieillesse, il y a non seulement l'usure du temps, mais aussi l'usure des activités menées. Par exemple, nos grands-mères au village vont régulièrement au champ. Et à force de labourer la terre, il est possible que le corps de la grand-mère aussi se fatigue, lâche des tissus lâches. L'homme, lorsqu'il vit, connaît des accidents, des opérations à l'hôpital. Tout cela finit par fragiliser autant pour moi le corps de l'homme. Au soir de sa vie, il est fatigué. Pour essayer de marcher, il a besoin de prendre appui sur un bâton. Sa bouche est édentée, n'a plus de dents à cause de tout ce que je pouvais citer là. Et ce n'est pas le moment de l'abandonner. Ce n'est pas le moment d'avoir peur de lui. Ce n'est pas pour dire, entre guillemets, qu'il est devenu moche, qu'il faut l'abandonner. C'est plutôt le moment de l'accueillir. Parce qu'il est une ressource. La vieillesse est une bénédiction. La vieillesse est une ressource. Alors, il ne faut pas l'abandonner. Il ne faut pas penser que parce qu'on a vieilli, forcément, on est sorcier ou sorcière. Non.
Et alors, avec la mentalité d'enfant, on grandit avec cela, que chaque grande personne, vieille personne, est une sorcière et ce n'est pas bon. Et on s'éloigne. On s'éloigne. On délaisse ces monuments, on délaisse ces personnes qui sont remplies, notamment d'expérience, de valeurs à transmettre. Alors, ces personnes restent dans le regret. Toute la vie qu'elles ont menée, elles pensaient à un moment s'arrêter avant de partir et transmettre ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont reçu. Malheureusement, il n'y a personne pour recevoir cet héritage-là. Et elles sont donc dans le regret. Et dans le poème, je dis, aujourd'hui, on veut se passer de la vieillesse. J'ai pris l'image des clés. Alors, la grand-mère veut remettre la clé, mais les petits-enfants ne veulent même pas de cette clé. Ils pensent qu'ils vont aller à la quincaillerie et défoncer la porte. Alors, lorsqu'ils défoncent la porte, ils se rendent compte qu'en fait, il n'y a rien derrière la porte. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait, le secret, ce n'était pas la porte, mais la clé. Et c'est la clé qui se trouve entre les mains de la grand-mère, la sorcière désignée. Et puisqu'ils fuient cette grand-mère-là, ils n'auront pas les clés pour ouvrir certains secrets de la vie, certaines portes de la vie. Donc, là, nous sommes les naufragés du destin, nous sommes perdus. Et je pense qu'il y a quelque chose à sauver. Nous, aujourd'hui, nous sommes appelés à aller à la rencontre de la vieillesse, de ces vieilles personnes-là, pour bénéficier de leurs conseils, de leur expérience. Il faut dire que là, au-delà des simples poèmes, c'est des homélies que vous servez parce qu'il y a une telle profondeur à l'intérieur. Et c'est-à-dire que c'est à partir parfois des prêches que vous avez décidé finalement de créer une poésie peut-être pour correspondre à certaines thématiques. Exactement. Je suis prêtre. Il m'arrive régulièrement, quotidiennement de prêcher. Mais je me suis dit que l'écho de mes paroles n'arrivait pas à tout le monde. Mes paroles s'arrêtaient à mon auditoire, à l'auditoire catholique. Je me suis posé la question, comment faire pour que le retentissement de mes paroles parvienne à tous les hommes. Et la poésie a été pour moi ce tremplin-là. C'est-à-dire, à travers la poésie, je peux m'adresser aux hommes de tous bords. Voilà. Mais je parle justement de la parole de Dieu, de mes prédications, pour essayer de forger ma poésie. Et je pense que parmi les textes qui nous ont le plus marqué, il y a notamment celui adressé à ma mère. C'est-à-dire que cet être qui porte sur elle la vie, qui donne la vie, qui le guide en réalité dans la vie d'un être humain. Alors la mère, quel est le rapport finalement que l'auteur entretient aussi bien avec sa mère qu'avec les mères du monde? J'entretiens de bons rapports avec ma maman, que j'aime et que je salue ce soir. Je l'aime beaucoup, maman, je t'aime et je prie que le Seigneur te bénisse. Mais je ne parle pas que de moi, je parle de tous les enfants. Je souhaite que tous les enfants puissent aimer leur maman. Mais je ne parle pas qu'aux enfants, je parle aussi aux mères. Parce que si j'ai la possibilité aujourd'hui de rendre hommage à ma mère, c'est tout simplement parce qu'elle s'est engagée dans ma vie. Et nous savons aujourd'hui que toutes les mères ne s'engagent pas dans la vie de leurs enfants. Là, vous parlez des mères qui ne sont pas responsables. Voilà, exactement. Donc, il ne suffit pas de donner naissance à un enfant pour être mère. Il faut encore s'en occuper. Et j'invite les jeunes filles aujourd'hui, justement, à incarner cette qualité de mère. Savoir prendre une part active dans la vie de leurs enfants. C'est important. Alors, qu'est-ce qui manque aux mères aujourd'hui en 2023? Ce qui manque aux mères aujourd'hui en 2023, c'est déjà, je voudrais dire, le rapport avec leur propre maman, c'est-à-dire le respect. Beaucoup de jeunes filles ne respectent pas leur mère. Voilà. Parfois, parce qu'on a aussi accouché, on pense que maman peut la banaliser n'importe comment. Parfois, il y a des enfants qui deviennent mères. Est-ce qu'ils ont réellement la préparation adéquate pour être ta mère? Justement, il y a déjà le rapport avec les mamans qui n'est pas les jeunes mères, avec leur maman qui n'est pas déjà très correcte. Mais aussi, il y a qu'aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est pas nouveau. Nous connaissons autant nos mamans, nos grands-mères qui étaient mères à 13 ans, 14, 15 ans, mais qui savaient vraiment bien se tenir. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on perd quelque chose de nos cultures. On veut davantage copier de leur côté. Ça fait que
on n'a pas vraiment des mères formées à devenir des mères. Un choc culturel qui ne nous a pas fait du bien finalement. Pas totalement. Pas totalement. Donc aujourd'hui, beaucoup ne souhaitent pas être mères. Beaucoup, c'est par accident. Beaucoup, c'est arrivé comme ça. On n'a pas beaucoup réfléchi. Parce que pour devenir mère, c'est une responsabilité. Oui. Ça se prépare, ça se médite. On souhaite ça. Ce n'est pas quelque chose qui arrive. Donc, j'invite les jeunes filles aujourd'hui à désirer être mère et à se préparer. Et justement, il ne faut pas courir. Quand on est jeune, on prend le temps de se former à être mère, c'est-à-dire en se consacrant aux études, oui, en incarnant des bonnes valeurs, des valeurs de femme. Oui. Pour y revenir, voilà. Je ris parfois quand je vois aujourd'hui nos jeunes mamans qui habillent de manière un peu très légère leurs petits-enfants. Il faut être à la mode. Bon, il faut être à la mode. Vous voyez un peu. On ne veut pas copier nos mamans d'ici. On veut copier les mamans d'ailleurs. Et vous verrez donc ces jeunes mères-là qui ne savent pas beaucoup préparer. Il faut aller au restaurant, il faut acheter toujours la nourriture en cours de route pour nourrir son enfant. Et ce n'est pas une bonne éducation. Donc je pense que les jeunes mères gagneraient à se rapprocher de leur propre mère, oui, pour apprendre à être des véritables mères pour sauver la jeunesse aujourd'hui. On n'est pas mère simplement parce qu'on a enfanté, on est mère parce qu'on est responsable, oui, et qu'on assume effectivement un certain nombre de valeurs qu'on entend envoyer à cet enfant-là. Alors, il y a l'amitié, il y a le fils. S'il fallait dire globalement, parce que là, on a pris quelques exemples de sujets, ouais, développés dans ce recueil qui est, je l'ai dit, dense. Alors, s'il fallait globalement présenter ce recueil, on dira de lui qu'il est quoi précisément? Je dirais tout simplement c'est un rameau d'olivier. Rameau d'olivier, nous voyons, comme je l'ai dit, ce symbole de renaissance, ce symbole d'espoir, ce symbole de paix, ce symbole de joie. Oui. Et justement, les feuilles de ce rameau-là constituent chacun de ces poèmes. Et chacun de ces poèmes aborde un pan de la vie dans la société. Il serait important d'incarner les différentes valeurs que sont la solidarité, oui, l'amitié, la dignité de la personne humaine, la reconnaissance des minorités, oui, je dirais la promotion de la paix, je dirais également la crainte de Dieu, oui, parce qu'au fondement elle est là. C'est parce qu'on craint Dieu, c'est parce qu'on connaît que Dieu est créateur et que, comme ces créatures, nous sommes appelés à continuer son œuvre. Oui. Et nous sommes comme continuateurs de l'œuvre de Dieu, nous devons poser des actes qui soient bons, pas des mauvais actes. Parce que chaque fois que nous commettons des mauvais actes, nous détruisons le jardin que le Seigneur nous a offert. Et c'est d'ailleurs pourquoi, à la fin de ce recueil de poèmes, j'ai repris le premier livre de la Bible, oui, la Genèse. Voilà, le jardin, Dieu qui a créé. Et c'est pas pour rien. C'est davantage pour dire que tout ce que j'ai écrit, c'est nous inviter, parce que le monde, dirons-nous, est devenu un désert où il ne fait pas beau vivre. Alors, on a pour objectif, pour tâche, de reboiser le désert pour qu'il devienne un jardin où il fera beau vivre. Alors, vous apportez le rameau d'olivier à une société qui semble être sur le plan moral un peu fragilisée. Alors, on se pose la question, y a-t-il encore quelque chose à faire? Que faut-il faire? D'abord au niveau de la cellule familiale, comment réarmer moralement les uns et les autres? Parce que la conséquence est que la société, elle est un peu délabrée sur plusieurs aspects. Comment est-ce qu'on fait pour cultiver des hommes nouveaux, avec de nouvelles perspectives pour une société nouvelle? Je dirais tout simplement l'engagement. Et cet engagement se veut à plusieurs niveaux. Vous avez évoqué la cellule familiale. Dans mon recueil, j'ai rendu hommage à ma mère, j'ai aussi rendu hommage à mon père. Oui. Une manière de dire que la famille est constituée de deux partenaires, ou bien le couple d'un homme et d'une femme. Et c'est parce que ces deux personnes-là s'aiment que le fruit de leur amour, c'est justement de donner naissance à des enfants. Et s'ils s'aiment véritablement, s'ils aiment leur enfant,
ils vont davantage travailler pour que cet enfant-là acquiert de bonnes dispositions, de bonnes valeurs. Donc, le travail, il faut d'abord s'engager au niveau de la famille. Oui. Que la mère, que le père et que les enfants s'engagent à bien vivre en famille. Et c'est dans la famille qu'on acquiert des valeurs comme la solidarité, comme l'accueil des autres. Savoir que la vie ne se limite pas à la petite famille. Il y a plusieurs autres familles. Et entrer en contact avec ces différentes familles-là nous amène à constituer la famille humaine. Et nous sommes donc ouverts à cette mentalité, je dirais tout simplement humaine. C'est-à-dire, je ne suis pas le seul homme. Voilà. Donc, premièrement, l'engagement. Deuxièmement, la responsabilité. Savoir que je suis responsable de moi, je suis responsable de celui qui est à côté de moi, je suis responsable de ceux qui viendront après moi. Et c'est pourquoi je parlais dans le recueil de la solidarité comme étant une liane d'humanité. Donc, il ne faut pas penser que le monde a commencé avec nous et qu'il doit s'arrêter avec nous. Non! Nous avons eu des dévanciers en humanité qui ont posé des actes qui font de telle sorte que nous soyons ici aujourd'hui. Si nous pouvons écrire facilement aujourd'hui pour ne prendre que l'écriture, c'est parce que des hommes se sont investis dans le domaine. Tout à fait. Pour inventer l'écriture, le papier, l'imprimerie. Aujourd'hui, on peut écrire et transmettre. Nous aussi, nous devons laisser quelque chose avant de partir. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai écrit ce poème-là, ce recueil de poèmes, c'est-à-dire je ne veux pas passer mon existence sous silence. Je veux laisser quelque chose à l'humanité. Alors, vous avez décidé donc de léguer cet ouvrage à l'humanité. Alors, l'abbé Damas Olivier Awono et Télé, finalement, on peut avoir le livre un peu partout. Comment est-ce qu'on fait pour avoir le livre, pour notamment approfondir la lecture et peut-être même la méditation, puisque quelque part, il s'agit des messages très poignants. Merci beaucoup. Le livre, on peut le trouver aux éditions Clés. Le livre, on peut le trouver aussi dans la librairie des peuples noirs. Mais si vous n'avez pas la possibilité de vous rendre dans ces endroits, vous pouvez contacter l'auteur que je suis et je me ferai le plaisir. Par quel moyen? Téléphone, WhatsApp J'ai mon numéro de téléphone qui est aussi WhatsApp, c'est le 678 64 77 20. Ça, c'est MTN. Orange, j'ai le 694 69 85 62. 678 64 77 20. Ou alors le 694 69 85 62. Alors, le poème qui vous a le plus marqué, vous, en tant que poète? Oh là là, je suis un peu dans l'embarras parce que je ne sais pas exactement. On aime ces bébés de la même façon. Oui, tous ces textes, quand je les relis, je me demande si c'est vraiment moi qui les ai écrits parce que moi-même je suis content de les relire. Mais je vais choisir le dernier poème qui est justement intitulé La création littéraire et justement qui retrace un peu le dernier parce qu'il retrace tout mon parcours et dit un peu mes attentes. Voilà. La création littéraire, je dis comment est-ce que j'ai commencé à formuler les premières phrases, les premiers mots, ainsi de suite. Et à la fin, je dis ce que j'attends. Si vous permettez, je vais lire le dernier paragraphe. Le poème, c'est la création littéraire. Le dernier paragraphe. Regardant tout ce que j'avais écrit, considérant l'ouvrage et le point de la fin, je compris que l'œuvre était terminée. L'orfèvre avait terminé son œuvre. L'orpailleur avait trouvé son trésor. Je considérais gravement le dernier point de mon œuvre et je le consacrais en multiples points. C'est ainsi que je pus me reposer de toute l'œuvre que j'avais faite. Et c'est à l'ombre de ce repos que je confie l'ouvrage au lecteur. Voilà. C'est avec ces mots qu'on va se séparer. L'abbé Damas Olivier Awono et Télé, merci de nous avoir accordé votre temps pour échanger avec nous autour de votre livre. Et il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation. Il y aura forcément d'autres textes qui vont arriver, du moins on l'espère. Exactement. Si vous pouvez encore quelques secondes à m'accorder, juste pour dire merci à tous ceux qui m'ont accompagné dans la rédaction, dans la production de ce recueil de poèmes. Je pense particulièrement à Sa Majesté Jean-Claude Awono
président de la Ronde des poètes du Cameroun et directeur des éditions Ifripia. Je lui dis merci. Je dis merci à toute son équipe. Je trouve aussi l'occasion de dire merci à tous les membres du CLIC qui ont porté ce projet. Je dis également merci à tous ceux qui continuent de m'encadrer et de défendre ce projet. Je pense à tous les médias, particulièrement à vous qui m'avez invité ce soir. Je vous dis sincèrement merci, beaucoup de courage dans le travail qui est le vôtre. Merci, merci et bonne soirée à vous. Bonne soirée. Nous en disant merci à l'abbé Damas Olivier Awono Etele qui était dans nos studios il y a quelques heures. Nous passons directement pour la suite à la virgule littéraire vers Cam. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à toute la famille royale.